On est un site grand public, donc on a une très grande variabilité du type de logement. D'accord. Là, ça va d'un appartement tout simple à l'appartement très luxueux. Bonjour, donc je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouvel épisode des experts marketplace. L'objectif du podcast est toujours de pouvoir interviewer des décideurs, des acteurs de l'économie des plateformes et des marketplaces. On va, avec ces acteurs, décrypter leurs propositions de valeur. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Charles-Édouard Girard, qui est directeur de la marketplace Home Exchange. Donc bonjour Charles-Édouard. Bonjour. Donc Home Exchange, je pense que pas mal de nos auditeurs connaissent. C'était anciennement Guest to Guest pour les plus anciens. Et c'est une plateforme d'échange de maisons, d'appartements entre particuliers. On donnera l'adresse qui est facile à trouver, mais à la fin du podcast, pour que vous puissiez aller utiliser le service. Et Home Exchange, c'est une relation des particuliers qui veulent échanger leur maison, leur appartement pour des séjours plus courts ou longs. Donc, ce que je te propose, Charles-Édouard, c'est de repasser par les 3 temps du podcast et le fil rouge qu'on suit habituellement. Tu nous reparles de la proposition de valeur de Home Exchange en la resituant dans le marché dans lequel vous évoluez. Qu'on parle ensuite des clients. Alors, dans le modèle marketplace, les clients, c'est les vendeurs et les acheteurs. Toi, c'est finalement, ils sont les deux. Donc, tu nous parleras de la spécificité de cette marketplace. Et puis après, on parlera un peu plus transaction, parce que les auditeurs aiment bien qu'on leur parle de ce qui est normal, la manière dont on peut payer, dont on sécurise les transactions sur une place de marché. Est-ce que ça te va ? Écoute, c'est parfait. Avec plaisir pour parler d'Home Exchange. Alors, écoute, allons-y. Donc, on va commencer par toujours la question un peu elevator pitch. Là. Si tu peux nous représenter en quelques mots, avec tes mots de président d'Home Exchange, ce qu'est Home Exchange et sa proposition de valeur. Alors, toujours un peu plus compliqué sur Home Exchange que juste dans un ascenseur. Donc, Home Exchange, c'est le leader mondial de l'échange de maisons. Voilà. Alors, quand on parle d'échange de maisons, historiquement, on voit beaucoup de gens pensent à la réciprocité, c'est-à-dire j'échange une maison contre une autre et donc je vais chez quelqu'un pendant qu'il vient chez moi. Mais à travers Guest to Guest en 2011, on a créé un système avec mon associé Emmanuel, on a créé un système qui permettait avec un système de points qui permettait de faire des échanges qui ne sont pas forcément réciproques, qui peuvent être avec des points, et ces points peuvent être utilisés dans un autre domaine. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu une forte augmentation de la demande, parce qu'on a résolu un problème avec ce système de points qui est un problème important, c'est que c'était difficile de trouver un échange. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, on a plus de 450 000 maisons dans le monde. On fait des échanges, on va dire, dans à peu près 159 pays, en toute transparence. Le plus gros pays de l'échange, c'est la France. Ensuite, c'est les États-Unis. Ça reste très européen et anglo-saxon. Donc, c'est États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, on peut voyager un peu partout dans le monde. Il y en a en Afrique du Sud. Voilà. Et il faut quand même posséder un logement. Alors, on n'a pas besoin d'être forcément propriétaire, on peut être aussi locataire puisqu'on ne le loue pas, on le prête. Or, on a le droit de prêter son logement. Mais donc, il faut être propriétaire ou locataire, il faut avoir un logement. Et en moyenne, on s'adresse, on va dire, à des familles. Ça va du jeune couple qui commence jusqu'à des familles, puis des familles qui n'ont plus d'enfants, jusqu'aux retraités. Voilà, c'est à peu près notre type de cible. On ne s'adresse pas aux très jeunes, puisqu'ils n'ont pas de logement, a priori, quand ils sont chez leurs parents, même si de temps en temps, il y a quelques cas. Voilà. Et on est aujourd'hui 70 personnes dans l'entreprise, avec une partie aux États-Unis, donc qui est à Boston, une partie à Paris, et la dernière partie est en Croatie, où on a une partie de notre service membre. Voilà. D'accord. Donc, vous avez répondu à un pain point, c'était qu'effectivement, il n'y avait pas toujours un souhait de réciprocité. Donc, vous êtes arrivé sur un marché où il y avait déjà des acteurs, mais qui étaient plutôt dans une logique de bénévolat, je ne sais pas si on peut la qualifier ainsi, qui étaient effectivement des plateformes qui mettaient en relation, mais plutôt qui étaient des plateformes un peu confidentielles, des gens qui voulaient louer, enfin pas louer, justement échanger leur maison. Échanger leur maison, ouais. Là, donc vous êtes arrivé avec une proposition de valeur un peu différente dans la mesure où vous avez essayé de créer de la valeur sur ces échanges, quoi, à travers notamment ce système de points dont tu parlais. Exactement. Et en fait, on a essayé de résoudre la façon dont on pouvait résoudre les problèmes. Il y avait 2 types de problèmes. Le problème, on en a parlé, c'était la réciprocité. Et l'autre problème, c'était, et que essayer de faire, c'était avec la gratuité.
c'était un moyen, comme les gens, ils n'avaient pas de certitude de trouver un échange, ils allaient, et puis si ça ne marchait pas, ils partaient, ce qui faisait des plateformes qui ne fonctionnaient pas très, très bien. Et la façon de résoudre ça, pour nous, c'est de changer le business model. Donc, tu avais soit celle qui était gratuite, soit celle qui faisait payer un abonnement dès le départ. C'est-à-dire que si tu voulais accéder et qui était un peu hérité du passé, pour les plus anciens, c'était hérité du fait qu'avant, c'était des catalogues papier que les gens recevaient. Donc, ils achetaient le catalogue papier en début d'année, dans lequel ils avaient fait parvenir, chacun avait fait parvenir ses infos. Et là, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'on donnait un droit d'accès. Alors, c'est plus un catalogue papier, puisque Home Exchange a créé le premier site Internet dans les années 97-98. Mais on était, sans avoir la certitude de faire un échange, on devait payer son abonnement. Et nous, on a changé ça avec Guest to Guest. On a dit le moment où les gens sont prêts à payer, c'est au moment où ils sont sûrs de réaliser un échange. Et donc, quand vous êtes au début de votre inscription, vous n'allez pas payer au départ, vous allez chercher votre échange et au moment où vous allez échanger, on va vous faire payer. D'accord, donc ça c'est intéressant parce que tu as répondu à la question sur le modèle économique. J'ai pas dit que c'était 130 €, mais voilà. Non, mais ça après, le site est bien fait, puis c'est très clair, hein, c'est pas. Donc effectivement, dans le parcours utilisateur, hein, tu laisses la possibilité aux futurs membres de se créer un compte, et puis c'est quand il y a effectivement l'envie vraiment d'aller échanger que ça monétise. Donc un abonnement qui est valable pour 1 an, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc après, ce qui se passe dans le prolongement de la durée de vie d'un client, en fait, il va essayer le système la première fois, il va payer les 130 €, qui est un abonnement qui va lui permettre de faire des échanges pendant 1 an. Et nous, il n'y a aucun autre frais, hein, c'est vraiment que ce montant-là. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'encourager à faire des échanges toute l'année. Et en fait, quand il a fait des échanges, quand il a fait même son premier, après, il va naturellement se réabonner, il va prendre l'habitude de faire des échanges. C'est un peu addictif comme système, c'est-à-dire que quand vous avez pris l'habitude de vous loger gratuitement pour partir en vacances, le fait de repayer quelque chose qui devient difficile. Voilà. Et donc, il y a une forte fidélité au système et donc les gens, chaque année, vont se réabonner. Voilà. Et là, il n'y a plus de notion d'échange parce qu'ils en font tout le temps. Donc, en fait, ils prolongent leur abonnement de façon très naturelle. Donc, tu as dit que vous étiez dans de nombreux pays. Les échanges, ils ont lieu, bien sûr, entre pays, mais ça a lieu aussi à l'intérieur d'un même pays. Est-ce qu'il y a des échanges entre le nord de la France et le sud de la France? C'est ça, historiquement, en fait, les gens ont l'imaginaire, en fait, qui est normal. Hein, quand on parle de voyage, on a envie de partir à l'autre bout du monde, mais quand on est une famille, qu'on a 2, 3, je ne sais pas combien d'enfants, ou même qu'on est un jeune couple, on ne peut pas partir tout le temps à Rio de Janeiro, à New York, à Los Angeles, ou je ne sais pas quoi, en Australie. Et donc, la nature est faite de telle façon qu'on part de temps en temps, on fait un très beau voyage, ce que Home Exchange permet de faire, et de temps en temps, on fait des plus petits voyages. Et là-dessus, on respecte assez, en fait, quand on le regarde, c'est assez marrant, c'est qu'on respecte assez les sortes de traditions dans chacun des pays. En France, c'est à peu près, on va dire, 60-65% des Français qui, chaque année, partent en France. Alors, c'est un peu différent en période de Covid, en toute honnêteté, mais habituellement, c'était ça. Et donc, nous, on était exactement pareil. Bon, alors, depuis qu'il y a eu la période de Covid, forcément, il y a eu un accroissement de ce nombre d'échanges interpays. Voilà. Mais historiquement, c'était ça. Et donc, les gens, oui, il y avait beaucoup de gens. Et on comprend très bien, en fait, ce qui se passe. C'est que, et pourquoi la réciprocité était compliquée, c'est quand un Parisien voulait partir dans le sud pendant l'été, il ne trouvait pas grand monde pour échanger avec lui parce que les gens du Sud, ils aiment bien, mais aller à Paris en plein été, ça ne les amuse pas. Alors que beaucoup d'étrangers ont envie de venir sur Paris et donc visiter la capitale, ce qui est quand même magnifique, et vont donc utiliser ces points pour aller à Paris pendant que les gens qui sont à Paris vont aller où ils veulent, dans le sud de la France ou ailleurs. Voilà. Et c'est cette chose-là qu'on avait réussi à résoudre avec les guest points, et qui répondait aussi à un besoin de marché qui est: je ne fais pas des voyages tout le temps, je fais des voyages à l'étranger tout le temps, je fais des voyages dans mon pays, dans le pays d'à côté, et de temps en temps, je vais un peu plus loin. D'accord, c'est intéressant. Alors, comme on parle des places de plateforme, des marketplaces, des places de marché, on parle aussi, quand on parle de ça, de l'offre, en fait, des critères qui te permettent effectivement de trouver la maison que tu veux échanger, avec laquelle tu veux échanger la tienne ou ton appartement. De ce point de vue-là, vous avez finalement un positionnement qui est toute gamme de maisons. Ça peut aller de la petite maison à la grande maison, du petit appartement au grand appartement. Vous ciblez certaines catégories du marché? Alors, globalement, en fait, nous, on répond, on est un site grand public, donc on répond, on a une très grande variabilité du type de logement.
D'accord. Voilà, ça va d'un appartement tout simple à l'appartement très luxueux. Voilà. Et la seule chose à laquelle on ne répond pas bien, c'est si vous voulez absolument. En fait, en moyenne, les gens, je vais le dire autrement, en moyenne, les gens vont aller dans des appartements qui sont à peu près identicolores. Ça vient d'une chose, c'est que c'est pas à l'inverse de la location où on va se payer quelque chose. Quand on fait de Oui. l'échange de maison, ben, on va respecter un petit peu parce qu'on s'imagine se projeter dans un échange réciproque. Et donc, quand vous allez faire une demande, les gens vont vous répondre et vont voir votre maison. Et donc, souvent, en moyenne, je ne sais pas de pourcentage, mais on pourrait le faire, les gens vont faire des échanges avec des gens qui leur ressemblent, que ça soit au niveau de plein de critères. Et chacun a des critères différents. Ça peut être la maison, ça peut être, je ne sais pas, le métier, ça peut être les affinités, ça peut être la façon de voyager. Et donc, dans ce cadre-là, il y a tout type de biens. Voilà, parce que si vous avez des biens assez modestes, vous allez faire des échanges assez modestes et nous, on ne trie pas cela. On n'empêche pas quelqu'un de le faire. Non, vous êtes dans une, oui, c'est une logique Exactement, dans une logique des gens, voilà, des gens qui veulent échanger entre en relation, c'est pas vous on ne décide pas, non, exactement. D'accord. On est là pour rendre ce marché très fluide, comme une place de marché, à la différence de peut-être on est assez exceptionnel, pas au sens. On est assez exceptionnel dans le bon sens du terme, mais on est aussi exceptionnel dans le sens où c'est vrai qu'on a une place de marché qui est un peu différente des autres. Souvent, dans les places de marché, il y a un acheteur, un vendeur, un loueur. Et nous, on n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'on est alternativement, on ne peut pas être, nous, ce qu'on appelle hôte ou invité, on est alternativement hôte ou invité. Donc, vous allez de temps en temps recevoir des gens. Voilà, pour soit récupérer des points, soit parce que vous faites un échange réciproque. De temps en temps, vous allez partir chez des gens avec des points, mais il faut faire les deux pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est assez différent. J'entendais, on discutait avec des personnes de chez Blablacar, et c'est vrai que chez Blablacar, il y a des gens qui font les deux, mais nous, c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une tendance. J'avais interviewé avec Mazzella, etc., qui avait expliqué ça. Le fait que finalement il y a de la porosité entre des gens acheteurs, des gens vendeurs, mais c'est effectivement pas la règle. C'est pas la majorité, c'est pas la règle, exactement. C'est quand même une tendance qu'on observe sur des marketplaces, y compris des marketplaces d'ailleurs de produits, pas que de services, où des gens sont à la fois des vendeurs, des acheteurs. Mais c'est pas effectivement le cœur du modèle et ça en fait pas effectivement ce caractère exceptionnel. Du coup, quand vous avez construit la plateforme, oui. Vous avez construit une solution in-house, c'est ça, et puis vous avez après ajouté des fonctionnalités dessus. C'est comme ça que vous avez abordé les choses. Alors, initialement, non, tout honnêtement, il me semble qu'au début, on avait pris il existait, je ne sais plus ce que c'était comme CMS, je ne me souviens plus du nom, mais on avait utilisé un petit CMS comme ça qu'on avait essayé d'adapter. Mais on a tout refait au bout de 2 ans et demi, 3 ans, un peu en se disant qu'on commençait à être gros, qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et une des particularités, c'est dans cette plateforme, c'est qu'on séparait la partie je contacte la personne de la partie je finalise l'échange. Ce qui faisait qu'on avait plein de gens qui se contactaient et qui ne finalisaient pas. Alors à ce moment-là, on ne faisait pas payer, c'était un autre système, un autre modèle économique, c'était le début, donc c'était moins embêtant. Et en fait, on s'est rendu compte que 98% des conversations concernaient purement l'échange. Et il y avait 2-3% qui étaient des conversations un peu relationnelles. Voilà, il y a des gens de temps en temps qui envoyaient des messages en disant « Oh, j'ai envie d'aller dans votre région, etc. » Et donc, on s'est concentré à dire en fait, notre rôle, c'est que ce système grandisse. Il était petit au moment où, peut-être à cette époque-là, le plus gros site devait avoir 30 000 ou 40 000 maisons dans le monde, donc 10 fois plus petit que nous aujourd'hui. Et donc, en fait, on s'est concentré en disant, si on veut que ça fonctionne, il faut se concentrer sur notre métier. On adorerait que les gens communiquent comme ça, et c'est sans doute peut-être une étape dans le futur. Ça se fait au quotidien, ils continuent à le faire, mais on ne voulait pas l'encourager, on a donc limité un petit peu ça au départ pour concentrer sur la partie échange. Et ils le font maintenant, les gens le font dans leur échange. Et s'ils n'ont pas d'échange, aujourd'hui, ils peuvent le faire en utilisant un faux, entre guillemets, pas un faux échange parce qu'ils ne le finalisent pas, mais en faisant une demande d'échange. Mais globalement, ils le font quasiment plus parce qu'on a concentré le produit pour la réussite des échanges. D'accord. Donc, ce que tu as fait aussi, parce que finalement, tu prenais l'exemple de Blablacar et disons qu'effectivement, il n'y avait pas la même logique de porosité là, entre les acheteurs et les vendeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que Blablacar, effectivement, est arrivé sur un marché où ça existe, l'échange de maisons et d'appartements, ça existe depuis longtemps, mais bon, c'est un peu du marché, c'est pas un marché, c'est un peu de la niche dans certains milieux où effectivement les gens, moi je me souviens, j'ai des parents qui étaient profs, qui échangeaient avec des profs américains, leur maison, etc.
mais ça se faisait de manière pas du tout organisée. Voilà. Donc là, vous avez, finalement, outillé ce marché et construit, et puis finalement, vous l'avez monétisé aussi. En fait, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais il y a plus de gens qui se logent gratuitement pendant leurs vacances que de gens qui payent. Parce qu'en fait, on va plus fréquemment dans sa famille, chez des amis, qu'on ne paye. Étonnamment. Donc, nous, on fait plutôt partie de ce marché-là. L'alternative avec BlaBlaCar est assez rigolote parce que la comparaison, parce on est typiquement dans ce type d'offre où il y a le marché existe et on va prendre. Je ne crois pas que les gens aujourd'hui, quand ils vont chez leur famille, ils vont utiliser HomeExchange. C'est pas ça que je dis. Mais en fait, on a cette habitude et nous, ce qu'on a essayé de montrer aux gens, et c'est ce qu'on arrive plutôt bien à faire, c'est pour ça que ça a grandi, c'est qu'en fait, c'est pas un inconnu qui va chez vous. Ça devient globalement une connaissance, voire dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui deviennent, entre guillemets, des amis, au sens où ils leur donneraient, si la personne les rappelle quelques mois après, ils referaient un échange sans aucune difficulté. Pour vous donner un exemple, moi, j'étais allé chez des Espagnols il y a, je ne sais plus combien d'années, il y a 5 ans, ils ne pouvaient pas venir chez moi, mais ils avaient très envie de venir à Paris. 4 ans plus tard, ils me contactent et ils me disent « Ouais, vous vous souvenez, vous étiez venu chez nous ?» Évidemment que dans ce cas-là, vous les recevez avec plaisir, ils sont charmants, on les a eus, c'était vraiment adorable. Et donc, en fait, cette façon d'organiser… Oui, tu parlais de BlaBlaCar, effectivement, et du fait que… Du fait que le marché existe déjà, voilà, c'est ça que je disais, le marché existe déjà. Et donc, en fait, on se retrouve juste à essayer de structurer ce marché pour de créer des opportunités pour les personnes. En fait, les gens se disent, ah ben d'accord, en fait, je le faisais avec des amis, c'est juste, je prolonge un petit peu ce système et on crée donc, nous, des systèmes de confiance pour que les gens ressentent la confiance qu'ils ont quand ils font avec des amis. Vous avez des amis proches, ils vous disent, est-ce que ça t'embête? Je sais que tu n'es pas là chez toi pendant quelques jours, est-ce que je peux t'emprunter, est-ce que je peux venir loger chez toi pendant que tu n'es pas là? Bon, bah, dans beaucoup de cas, les gens vont dire oui. Et nous, on essaye de montrer à quel point pourquoi vous leur dites oui, c'est que vous avez confiance en eux et vous savez qu'il n'y aura jamais de problème. Et nous, on a structuré cette partie-là pour que cette confiance naisse à travers soit de la notation, soit des garanties, des assurances, et soit à travers un système de contact entre les personnes pour que les gens apprennent à se rencontrer, pour qu'à la fin, on ait l'impression que c'est comme un ami. S'il lui arrive un pépin, parce que même les amis, il leur arrive des pépins, d'ailleurs, on protège mieux qu'un ami, puisque on va vous rembourser. S'il casse quelque chose chez vous par mégarde, on va vous le rembourser. Et s'il annule, ce qui arrive peu chez des amis, mais qui peut arriver, s'il vous dit non, finalement, je ne peux plus te recevoir, nous, dans ce cas-là, dans le cas d'une annulation, on vous loge, on vous retrouve un échange ou on vous loge. Donc, on a essayé de solutionner tous les petits problèmes qu'il y avait sur ce type de marché. D'accord, c'est très intéressant. Tu as prononcé le mot effectivement de communauté en disant que ça c'était aussi des choses que vous souhaitiez développer. C'est important effectivement quand on reprend l'exemple de BlaBlaCar, on ne va pas citer que BlaBlaCar, mais ce qu'ils ont effectivement bien réussi à faire, c'est prendre conscience aux gens qu'ils rentraient dans une communauté et que ça devenait des amis avec qui ils pouvaient vivre des histoires, raconter une histoire. Comment, justement, tu les appelles les invités ou les hôtes Les hôtes, voilà. Comment j'imagine, il y a une part de bouche à oreille qui doit être assez intéressante pour vous en termes de réduction du coût d'acquisition client, parce que quand tu as loué comme ça, quand tu as fait appel à un service d'échange de maison qui se passe très bien, tu as trouvé des gens de qualité, etc., t'en parles autour de toi. Et sinon, après, comment vous allez recruter ces hôtes? Alors, je me posais la question l'autre fois et je me dis, mais quelle est la part en fait? Et en fait, malheureusement, c'est jamais assez gros la part de… En fait, elle est forte et elle a doublé récemment parce qu'on a fait plein de petits outils pour aider les gens à parrainer. Le bouche à oreille est très très fort. La seule chose, c'est que en fait, c'est un système qui fait un petit peu peur, malheureusement, et qui reste un petit peu dans la peur. Et donc, même si il faut qu'il y ait au moins 2, 3, 4 personnes qui vous ont dit qu'un échange s'était bien passé pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, nous, on a 2 enjeux. C'est le bouche à oreille marche très, très bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un échange, en général, il en parle, mais de façon très importante. Donc, il arrive à générer. Et on a un deuxième aspect, c'est que c'est pas suffisant pour que les gens, que la qualité du parrainage elle a beau être très très bonne, il faut qu'il y ait autre chose. Et nous, donc, notre enjeu, c'est que ce système, on a fait une première étape, c'est de le faire passer d'une pure niche, vous voyez, de 30 000, 40 000 personnes à 400 000 personnes dans le monde. Donc on a quand même augmenté, mais pour que ça le devienne, il faut un peu soit avoir un coup de chance, je ne veux pas dire que BlaBlaCar a eu un coup de chance, mais donc on connaît l'extension de la plateforme qui s'est fait pendant les grèves.
Voilà. Soit il faut le provoquer. Et nous, c'est une de nos stratégies, c'est d'aller faire de l'acquisition. On fait de l'acquisition payante, mais on a fait aussi des médias et on va continuer à le faire dans les différents pays sur lesquels on est fort. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Et en fait, pour nous, si on veut faire un tout petit peu d'histoire, en fait, historiquement, l'hospitalité gratuite, pour le rendre plus général, existait avant la location. Oui, bien sûr. Et on veut rappeler ça aux gens parce que, en fait, la peur qu'ils ont, leurs grands-parents le faisaient beaucoup plus naturellement qu'eux. C'est-à-dire, on recevait des gens, la personne du passage qui passait dans le truc, bien sûr. La personne de la famille, même éloignée, qui venait en disant je viens sur Paris, est-ce que je peux venir? On le recevait gratuitement, etc. Donc, on avait pris cette habitude et il faut ramener le concept à ce qui est notre histoire, c'est-à-dire et c'est vrai partout dans le monde, on le voit à travers la communauté et la façon dont les gens ont d'accueillir. On reste dans de l'hospitalité gratuite, c'est-à-dire que les gens vont, et même si certains services de location qu'on connaît très très bien essayent de dire que c'est pareil, c'est jamais pareil. C'est-à-dire quand vous payez un service, votre rapport est très différent. Non, bien sûr, mais c'est un état, c'est effectivement un état d'esprit aussi. Voilà, La gratuité change quelque chose dans la relation. Vous allez être 1000 fois plus attentif quand vous êtes reçu gratuitement. Vous allez vouloir, vous, en tant qu'hôte, et que ça soit parfait pour la personne. Donc, vous n'allez jamais faire croire que votre appartement est incroyable. Il n'y a pas de triche, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Vous allez plutôt donner des infos qui sont des infos… vous allez plutôt faire l'inverse. Ce qu'on essaye d'éviter qu'il le fasse, c'est-à-dire plutôt, si vous avez un endroit qui n'est pas très beau, vous allez le dire, parce que vous n'avez pas envie que les gens soient déçus. Voilà. Et donc, on est dans une relation qui est différente et c'est ça que nous, on pense, étant donné que c'est quand même un système… Alors, on pourrait parler ensuite d'écologie, etc., mais sans aller jusque-là, c'est le système le plus, on va dire, le moins onéreux pour partir en vacances, qui est le plus sympathique parce que vraiment, vous allez être inclus chez l'habitant. Voilà, et évidemment, en fait, comme vous êtes plus respectueux du lieu, vous allez avoir des bons conseils, donc vous allez vous retrouver dans un système qui est différent. Vous n'allez pas aller au même endroit que tout le monde parce que vos autres, quand ils vont vous accueillir, ils vont vous conseiller, ils vont vous dire non, va pas je sais pas quoi, dans tel calanque, que tout le monde y est à cette heure-là, il faut que tu ailles à telle heure, faut que tu ailles… va pas dans tel lieu, va plutôt dans tel restaurant, les autres, c'est pour les touristes. Et vous allez donc vivre votre expérience différemment. Voilà. Et je pense qu'il y a une partie des gens, alors c'est pas tout le monde, tout le monde mais il y a ce besoin actuel, on le voit dans la tendance, d'un tourisme un peu plus lent, un peu plus proche des gens et se retrouver dans une atmosphère locale plus qu'une atmosphère fabriquée, que ce soit dans des clubs, dans des endroits où c'est fabriqué pour vous, vous le savez. C'est pas pour ça que c'est désagréable, on peut aimer ce type de tourisme. Mais en fait, si vous cherchez autre chose, chez Home Exchange, vous n'aurez pas mieux là-dessus. Alors, j'imagine que du coup, compte tenu du nombre d'années d'existence de la plateforme, et puis qu'elle crée de la valeur, tu donnais des exemples tout à l'heure avec l'Espagne un peu dans le long terme, il y a des clients qui sont fidèles. Il y a un bon taux de fidélisation. En moyenne, est-ce qu'on sait un peu combien sur, je sais pas, une période de 10 ans, combien de clients font des échanges par an ou par… Alors, je peux donner plutôt que de donner des chiffres comme ça qui sont un peu compliqués parce que comme on a rapproché plein de plateformes, je ne sais pas si le client de Home Exchange… Raconte-moi peut-être une histoire, alors c'est ça. Voilà. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est très rigolo, c'est que de temps en temps, on regarde à la date leur première date d'inscription. Et de temps en temps, on regarde leur première date d'abonnement et on regarde. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on dépasse la première année, c'est-à-dire que la première année, c'est charnière, c'est-à-dire que si quelqu'un prend son abonnement sans faire d'échange, il a l'impression que c'est un peu à l'ancienne, etc., et qu'on n'arrive pas à lui faire d'échange la première année, pour X raisons, parce qu'il ne se donne pas d'effort, voilà. Même si on garantit qu'on lui laisse une deuxième année, voilà, c'est ce type de personnes qui sont inscrits un petit peu sur un coup de tête, on les garde pas forcément parce que ils sont pas pris dans le système. À partir du moment où les gens ont fait leur première année et qu'on commençait à faire des échanges, il y a peu de choses qui les arrêtent. Et souvent, ce qui les arrête, ce sont des faits de vie. C'est un divorce, un déménagement, puis ils sont pas encore en phase de je vais repartir pour mes vacances, je vais plutôt essayer. Voilà. Donc il y a ces faits de vie, mais il y a une énorme fidélité. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a, historiquement, à l'intérieur du site, de temps en temps, si tu fais la première date d'inscription, on a des gens qui s'inscrivent il y a 8 ans et qui prennent leur premier abonnement 8 ans après. Pourquoi ? Parce que
ils s'y sont pas mis, ils ont pas fait, voilà. Mais ils sont restés entre guillemets, ils connaissent le système et on a encore un gros travail à convertir tous ceux qui se sont inscrits il y a un certain temps et qui n'ont pas encore réalisé leur premier échange, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que en fait le premier pas est toujours le plus dur. Ils n'ont pas rempli leurs photos, ils n'ont pas rempli leur maison. C'est pour ça qu'il faut le rendre. Faut le rendre le plus simple possible, le plus universel possible. Il y a eu une question qui me venait en tête aussi, parce que ça, c'est une question que se pose beaucoup de marketplace. Est-ce que je vais sur le marché professionnel, quand je fais en C2C, en B2C, est-ce que je fais du B2B? Est-ce que vous, c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Le fait, je me dis, j'ai des bureaux dans ma startup à Paris, je vais échanger mes bureaux avec une autre startup qui est à New York. Est-ce que c'est des pistes? C'est marrant parce qu'on l'autre fois, justement, on avait cette discussion. En fait, je crois que, alors, Blablacar peut dire ça aussi, mais sinon, je crois qu'il n'y a pas de place de marché en C2C qui ne sont pas devenues en grande partie en B2C, quoi. Ouais. Quelle qu'elle soit la plateforme. Pour X raisons, parce que en fait, les gens ont besoin en termes de services, de temps en temps, ils ont une nécessité pour la location. Il y en a plein qui veulent pas aller chez l'habitant à la base. Bon, c'est comme ça. Ils veulent louer pour que ça soit professionnel, que ça soit pour X raisons, et donc ça devient. Voilà. Et j'ai perdu ta question. Non, mais après la question, c'était aussi l'évolution. Ah oui. Est-ce que nous on a essayé? Vous avez essayé d'aller sur ce marché de finalement, on échange des maisons, des appartements, pourquoi pas échanger des bureaux? Alors, bureau, en fait, c'est marrant, on s'est posé la question et en fait, on a du mal à… il y a eu un peu l'opportunité quand on a parlé de télétravail en se disant on a des bureaux à tel endroit, etc. On a réfléchi à ça parce que c'était des propositions on a vu des sites apparaître qui avaient des bureaux, essayer Oui. Et en fait… ce qui apparaît dans cette chose-là, c'est que les bureaux, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait échanger la totalité du bureau pour que ça soit totalement rassurant. En fait, faire venir un inconnu dans un bureau alors qu'il y a des ordinateurs, qu'il y a des infos privées de l'entreprise, et il y a plein d'enjeux comme ça. C'est comment on le reçoit et nous, on le sait parce que dans nos locaux, on a pris des plus grands locaux et on a accueilli des startups. Et la gestion d'entrée et de sortie, en fait, nous, on s'est très vite dit qu'on ne voulait pas faire de tout venant puisse venir travailler. On a pris des petits groupes de personnes parce pour nous, ça nous paraissait invraisemblable d'arriver à créer une ambiance, quelque chose de sain dans une atmosphère comme ça. C'est intéressant parce que c'est toujours le sujet. Il y a peut-être des marchés, mais le B2B, effectivement, c'est comme quelque chose qui est aussi réglementé. C'est vrai que si tu mets à ta disposition, déjà ta maison, tu l'échanges avec une autre maison. Il y a toujours la tentation de se dire on va mettre une pièce là qu'on va fermer, on va tout. Voilà. Et peut-être des bureaux avec ton IP, tes ordinateurs, etc. C'est effectivement plus. Alors, il y a des gens qui ont essayé de le faire un peu dans un mode, des très grandes boîtes se sont mis à avoir des espaces dans lesquels ils pouvaient essayer d'accueillir des personnes et pas forcément de façon onéreuse. C'était voilà. Qui ont fait ces tentatives-là. Je ne sais pas s'il y a un marché, peut-être qu'il existera, mais nous, on s'est focalisé sur le nôtre. Voilà. Ensuite, il existe les autres types de marchés. Donc, alors les voitures, ça n'avait aucun sens parce que, en fait, les gens associés à la voiture, voilà, il y avait trop de dégâts. C'est un marché un peu particulier. Et il faut aussi que la valeur de ce que tu proposes à l'échange soit suffisante. Voilà. Et par exemple, tu vois, tout ce qui est échange, un petit peu de tondeuse, etc. En fait, la valeur par rapport à l'effort n'est pas forcément suffisante. Pas suffisante. Alors, il y a eu des tentatives sur aussi les collaborateurs dans les entreprises pour effectivement s'échanger des forces de travail aussi. Mais là, on rentre dans des législations du droit du travail qui sont un peu complexes à craquer. Oui, tout à fait. Non, mais il y a peut-être des idées de craquer. Alors, Charles-Edouard, sur la partie transaction. Alors, vous utilisez finalement une monnaie, vous avez créé une monnaie au exchange qui est le guest point. Est-ce que c'est une monnaie qu'on peut acheter s'il me manque des guest points et que j'ai envie de louer quelque chose qui me demande une certaine quantité de guest points? Est-ce que je peux en acheter ou pas? Alors, ça se passe pas comme ça, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ça serait pas, comment dire, c'est un peu ça serait un peu triché, on va dire. On pourrait imaginer de dire, je vais aller gratuitement chez toi et je vais payer guest to guest au Home Exchange pour avoir des guest points.
En revanche, ce qu'on ne voulait pas, c'est en fait les monnaies, c'est des problématiques assez intéressantes, ce type de monnaie virtuelle. C'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de fluidité dans la monnaie. Donc, c'est pour ça qu'on en donne au départ quand les gens rentrent leur maison et les informations sur leur maison et sur leur profil. Et ensuite, il faut qu'on arrive à rendre le marché assez fluide. Donc, on a pour que ça fonctionne, il faut qu'on valorise la maison, qu'on fasse on dise ta maison, elle vaut tant de guest points. Voilà. Il faut que on valorise un petit peu différemment quand il y a plein. Donc il y a ce petit algorithme. Il faut qu'on s'assure du transfert entre les gens et qu'il n'y ait pas de possibilité de triche. Voilà. Oui. Donc tout ça, on a mis ça en place. La difficulté, c'est que si à la fin il te manque 10 ou 20 guest points pour le faire, on ne voulait pas que les gens soient bloqués dans leur échange. Et on voyait qu'il y avait, c'était pas énorme, mais il y avait 3, 4, 5% des échanges à la fin qui étaient bloqués pour 50 guest points. Et donc, on a accepté, et comme on ne veut pas dévaloriser la monnaie, oui. On ne peut pas la rendre, on ne peut pas dire il te manque 50, c'est pas grave, parce que si on fait ça, en fait, les gens, ils sont pas d'accord. Ils se disent, attends, si à chaque fois qu'il y a un problème, ils en donnent, oui. Ça vaut rien, quoi. Bien sûr. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accepté que sur un petit pourcentage de ton volume général, donc si ton échange vaut 1000 guest points, on accepte pour un petit pourcentage de ces 1000 que tu les achètes et que tu nous les payes. Mais ça reste minimum, c'est tout petit et je crois que c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est ridicule. Mais c'était vraiment pour assurer une fluidité du service. Voilà. Ouais. Et donc, c'est faisable, mais tu ne peux pas en acheter, 10 000 et faire tes voyages avec 10 000 sans jamais accueillir. Ça, c'est pas possible. Bon, donc on n'a pas encore… on pourra utiliser cette monnaie aussi pour acheter d'autres choses demain. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est que ça serait pas inintéressant. C'est des sujets que l'on a réfléchi parce que quand tu veux apporter des activités, qui est quelque chose que les gens ils se conseillent beaucoup entre eux et essayer d'organiser ça avec des points, ça pourrait être utile. Donc essayer de trouver un système. La difficulté, c'est que en fait, les monnaies c'est assez réglementé et tant que tu l'utilises tout seul dans ton coin, personne t'embête. Bien sûr. Voilà, on considère que ça va. À partir du moment où tu commences à l'étendre un peu partout, tu as des réglementations sur les monnaies numériques qui sont très complexes. Ah oui, donc, on n'a pas souhaité rentrer dans ces systèmes-là. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi, comme tu dis, peut-être un moyen demain de permettre aux autres d'acheter des services. Tout à l'heure, tu parlais de réassurance et notamment sur les sujets d'assurance. Quand on change ses maisons, même si on se fait confiance, même si on peut laisser passer le fait qu'on a cassé une tasse, etc. Il y a effectivement parfois, j'imagine, malheureusement, c'est pas toujours la responsabilité des gens, mais des dégâts plus importants. Vous avez un partenariat avec une compagnie d'assurance, c'est ça? Non, historiquement, on en avait un. Et puis aujourd'hui, non. Alors en fait, déjà, il y a deux problématiques. Il y a une problématique légale, c'est-à-dire que quand faut trouver une assurance qui est capable de te gérer mondialement tous les problèmes. Oui, et donc ça n'existe pas. Si, ça existe, mais c'est très complexe. Et ce que font toutes les plateformes, en fait, et c'est ce que nous, on fait, c'est que tu finis par… alors, tu n'appelles plus ça assurance, puisque… Voilà. Et deuxième point, c'est que si tu vends de l'assurance, en fait, tu as toute une réglementation d'explication. Voilà. Tu dois avoir une réglementation de la profession. Et c'est très, très complexe. Voilà. Et donc, par exemple, aux États-Unis, il faut que tu sois immatriculé. Tu sais, en France, tu as un truc qui s'appelle l'ORIAS. Oui, voilà, on avait historiquement. Et aux États-Unis, il faut que tu sois immatriculé dans chacun des États. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on se garantit nous-mêmes. Et donc, ce n'est pas des assurances au sens où une assurance, le but est de couvrir un pur risque. Nous, en fait, on rembourse un certain nombre de choses qui sont vont je te dis, de l'annulation, qui vont de si quelqu'un casse quelque chose chez toi, qui vont de voilà. Et le but pour nous, c'est juste d'assurer le fait de garantir aux gens qui vont passer des bonnes vacances. Voilà. Et il n'est pas question que ça t'embête. Voilà. Et il faut savoir que dans l'échange de maison, comme on le disait, il n'y a pas, c'est un système de gratuité. Donc, en fait, il y a très peu. Et quand ça arrive, c'est accidentel. Et donc, c'est jamais intentionnel, quoi. Et donc, il faut pouvoir passer de bonnes vacances. Donc, si, je ne sais pas quoi, ton enfant avec qui tu pars, sans faire exprès, il casse quelque chose, ou même toi, d'ailleurs, je dis ton enfant, parce qu'on associe ça aux enfants, mais en fait, on peut être maladroit. Il ne faut pas que tu te dises, zut, etc. Voilà. Et donc, nous, on garantit ça. Et, voilà. Et même si, par exemple, par maladresse, ça ne nous est pas encore arrivé, je touche du bois, mais s'il t'est arrivé un gros pépin, une maison brûle, etc., tu serais garanti jusqu'à plus de 1 million. Alors aujourd'hui, c'était en panne parce qu'en pound, mais modifié. Voilà, parce qu'historiquement, notre ancien courtier était en pound et donc on n'a pas changé nos conditions générales, mais on a garanti le montant. Voilà, mais globalement, c'est 1 million, on va dire 1 million d'euros, 1 million de dollars, à la hauteur de ça si t'arrive ce genre de problème.
Ok. Alors, pour terminer sur le paiement, du coup, vous avez Ouais. un partenaire parce que vous êtes dans plusieurs pays, donc vous avez un moyen de paiement qui permet demain un Argentin qui veut s'inscrire de le faire. Ouais, Ou exactement, ouais. En fait, il n'y en a pas 100 000 hein, sur le marché, en toute Non, honnêteté. d'accord. Donc, Oui. nous, on travaille avec Stripe, Voilà, ouais. qui est adoré des développeurs, hein, pour être clair. Ah C'est oui, les Stripe, celui c'est qui il est développeurs. hyper bien fait, c'est très robuste. Ensuite, c'est pas le moins cher, en toute honnêteté. Voilà. En fait, c'est le revers de la médaille, mais après, c'est chaque service, la simplicité, ça a un coût aussi. Mais Derrière. c'est ça. Non, non, mais ensuite, il y a un petit côté très difficile parce que, pour donner un exemple, quand tu es une place de marché mondiale, quand tu es sur Stripe en France, en fait, c'est plus facile de payer pour un Européen avec sa carte que quand tu es dans un Stripe États-Unis. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a des sécurités qui sont différentes. Ils considèrent que tu payes d'un pays étranger. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui impose quand même d'avoir un partenaire global comme ça, c'est que tous ces systèmes-là marchent mieux. Voilà. Si tu prends pas un Stripe, si tu prends un dans chacun des pays, eh ben, c'est une horreur à gérer, mais ça serait ça l'idéal. Et Stripe te permet de faciliter la tâche. Nous, on a un principe d'abonnement et de renouvellement des abonnements automatiques qui est possible à mettre en place par le client. Voilà. Et Stripe le gère extrêmement bien. Ce que là où on comprend pourquoi Stripe est très fortement valorisé, c'est qu'ils prennent des taux de change et on comprend rien à leurs frais, quoi. En toute honnêteté, Ah oui, pour alors refaire voilà. le lien En fait, entre les frais et le voilà, c'est la question, oui, aussi bien être posée sur le FX, la gestion du foreign exchange, parce que effectivement aussi dans l'affichage de tes prix, Alors nous, non, là, ils savent très bien faire. Ils t'affichent un prix en euros, en dollars canadiens, en tout ce que tu veux. d'accord. Mais toi, le Oui. montant qui est redistribué, il n'est pas extrêmement clair, quoi, voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, voilà. Il y a un Voilà, et en fait, sujet. entre le taux de change et les frais qu'ils prennent à chaque Ah transaction, oui, en fait, c'est très difficile. Et les taux de change sont très hauts et ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ça, en oui, toute oui, honnêteté. c'est dans leur modèle Mais économique. bon, mais ils rendent un service qui, je nie pas le service. Et le deuxième qu'on utilise, c'est Braintree qui est adossé à PayPal parce qu'il y a plein de pays dans le monde où ils préfèrent payer avec PayPal. Et donc ces deux-là ont les mêmes services dans le monde entier. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut le faire dans une devise différente, mais ne permettent pas de. Nous, on a, tu vois, des paiements en euros puisqu'on a une société en France et on a une société aux États-Unis. Ouais, L'idéal pour nous, ça serait quand on nous paye en euros, ça serait de garder nos euros en France. Et non, en fait, ce qui se passe, c'est quand un Européen paye en euros, ça passe en dollars. ouais, Voilà. ouais, ouais. Et nous, on se le retransfère. Donc, on se Et prend les et les autres, frais tu as des frais, oui, puis effectivement. et des frais de conversion, de taux de change dans un sens et dans l'autre. Mais bon, D'accord. Bon, alors, ce qui est intéressant, pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet pourtant comme ça, quand on voit votre modèle qui est super, etc. Mais le sujet paiement, on se dit, c'est très simple. Ils ont mis un outil de paiement, c'est géré de manière universelle, quels que soient les pays. Mais en fait, on se rend compte que le paiement, c'est aussi local. Alors, vous êtes sur des petits paniers, en fait, des petits montants. oui, On peut être payé aussi en carte bancaire, mais dès qu'on est dans du B2B, sur des gros paniers, etc., ou en plus, il faut faire des virements, des choses comme ça, là, horrible. c'est une autre affaire. Et on se rend compte en plus que les pratiques de paiement sur ces gros paniers sont très, très différentes d'un pays à l'autre, etc. Bon. Au moins, ça nous fait prendre conscience qu'il y Non, a mais encore des réalités locales et que bien la sûr. mondialisation n'a pas encore tout uniformisé. Voilà. Mais en tout cas, on peut les remettre. Non, mais Ouais. ils ont beaucoup de frais. Donc, je pense qu'un jour, ils vont être concurrencés parce que je n'imagine pas, même si ça prend du temps, etc. En fait, les services, il y a beaucoup plus de services qui sont en train de se créer. Et la manne financière que ça génère est très importante. Et je suis persuadé qu'il va y avoir de la concurrence et ça va devenir de plus en plus sain. En tout cas, ils rendent un vrai service Oui, tout à fait. qui va petit à petit être plus concurrentiel, quoi. Voilà. Et je pense entre Eden, Stripe, Ouais. Braintree, voilà, tous ces systèmes-là, ils vont devenir de plus en plus concurrentiels et les coûts vont diminuer. Oui, et puis ils vont essayer aussi d'intégrer des nouveaux services, comme aussi des services de financement, etc., des choses comme ça, enfin des services d'assurance peut-être demain. Merci. Alors, Charles-Édouard, on arrive Oui, au terme de cet entretien qui pourrait encore continuer, mais on en refera dans 6 mois, c'est ce que je propose. avec plaisir. Interview. Un peu les perspectives, là, enfin, les chantiers plutôt pour Home Exchange après cette année un peu particulière qu'on vient de traverser, qui n'est pas totalement terminée, mais quels sont vos enjeux un peu là pour l'année qui vient?
En fait, nous, on a globalement nos deux grands enjeux, on va dire. Un, c'est de retrouver la croissance qu'on avait avant le Covid, parce que même si on l'a plutôt bien vécu, parce qu'on n'a pas fait une mauvaise année l'année dernière, à l'inverse de beaucoup de gens, parce que comme on faisait du local, les gens sont quand même partis grâce à nous. Donc voilà, on aimerait retrouver nos pourcentages de croissance qu'on avait avant. Voilà. Donc ça, c'est notre enjeu principal. Et le deuxième, c'est qu'on est en train de créer un service, comme on disait, sur des maisons qui vont être des maisons un peu de prestige, qui pour celles, il y a une partie des gens à qui on ne répond pas dans ce système-là, parce qu'ils ont des très belles maisons et ils n'ont pas envie de recevoir 15 000 échanges, ils n'ont pas envie de recevoir des demandes dans tous les sens. Donc, Ils veulent du sélectif. Donc, vous allez leur… Exactement. Et aujourd'hui, ils ne se sentent pas bien chez nous, ils ne viennent pas chez nous à cause de ça. Or, je pense que pour nous, on a envie que l'échange de maisons se développe dans tous les secteurs. Voilà, ça, c'est la première cible. Et la deuxième cible, ça reste la partie un petit peu plus jeune. On a du mal à faire venir des gens qui sont, on va dire, entre 20 et 30 ans, parce qu'ils n'ont pas encore un truc. Donc, il faut qu'on trouve un système pour les habituer à l'hospitalité gratuite. Voilà, il faut qu'on réponde à celui-là. Et celui-là, ça sera sans doute dans quelques mois. Très bien. Écoute, merci beaucoup. C'était Charles-Édouard Girard, qui est directeur de la marketplace d'Home Exchange. Donc, vous retrouvez cet épisode sur la plateforme Ponacast, sur Apple Podcast, Deezer, SoundCloud et Spotify, ainsi que sur le site marjorie.co. Merci de votre écoute. Merci encore Charles-Édouard et à très bientôt. Merci Alexandre.